Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Gabrielle O'Reilly-Patry et, euh, et je suis membre du barreau de Montréal et du comité des rendez-vous Visée droit. En débutant, permettez-moi de remercier les bibliothèques de Montréal et particulièrement celles de Pierre-Ambroise, l'Île Bizarre, Saint-Henri et l'Octogone qui ont collaboré à la mise en place et à la diffusion de cette conférence. Sachez également que des consultations juridiques gratuites auront lieu le samedi 28 mars 2026 au Palais de justice de Montréal dans le cadre des portes ouvertes Visée droit. Vous pouvez retrouver la programmation sur le site visédroit.com. Veuillez noter qu'il y aura une période de questions au milieu de la conférence ainsi qu'à sa fin. Tout au long de la conférence, vous êtes invité à inscrire vos questions dans la section questions-réponses située en bas de votre écran. Maître Mélanie Chaperon se fera un plaisir d'y répondre. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière du jour. Maître Mélanie Chaperon est bachelière en droit de l'Université de Montréal et membre du barreau du Québec depuis 2001. Elle débute sa carrière au sein de l'Association des propriétaires du Québec. Durant cette période, elle écrit plusieurs articles sur le droit du logement. Elle plaide devant le tribunal administratif du logement et en appel devant la Cour du Québec. Elle fonde en 2008 son propre cabinet, étant passionnée par le droit du louage et tout ce qui le compose. Elle écrit dans l'encyclopédie Juriste Classeur depuis 2011. En 2012 et 2018, elle est conférencière au colloque sur le louage résidentiel devant ses pairs. Elle consacre du temps aux justiciables par son implication au Salon Visée droit, les séances de consultation aux sages, ainsi que par le biais de conférences au sein d'entreprises privées, d'organismes communautaires et scolaires. Depuis 2015, elle est formatrice accréditée à l'OASIC, soit l'organisme d'autoréglementation de courtage immobilier du Québec, et elle enseigne depuis 2017 au Collège MREX. Soyez la bienvenue, Maître Chaperon. La parole est à vous. Merci, bonjour à tout le monde. Merci d'être là à l'heure du midi. Donc, comme on dit, on vous a préparé un beau menu, 5 services ce midi. On a 5 sujets importants à traiter avec vous. Donc, d'abord, je vais parler des augmentations de loyer, l'encadrement de. Ensuite, je vais faire la distinction entre les évictions, la reprise, les résiliations et les évacuations pour poursuivre avec la reprise de logement, ensuite la résiliation du bail en cas de non-paiement de loyer et retard fréquent, et finalement les troubles de jouissance. Donc, je commence dès maintenant. D'abord, pour l'augmentation de loyer, sachez que, évidemment, il y a un cadre. Le cadre, c'est d'abord le Code civil du Québec, donc une image vaut 1000 mots. Alors, si vous le voyez peut-être à l'écran, donc le Code civil du Québec. Ensuite, on a évidemment la loi sur le tribunal administratif et on a le règlement sur les critères de fixation de loyer. Donc, ça, c'est le cadre, en fait, pour comprendre les augmentations de loyer. Puis, pour être encore plus concrète, on va parler évidemment de avant et après le 1er janvier 2026. Pourquoi? Parce que au 1er janvier 2026, donc cette année, le règlement sur les critères de fixation de loyer a été modifié. Et évidemment, ça touche la façon dont c'est calculé les pourcentages. Puis, donc, il faut comprendre qu'un avis d'augmentation de loyer qui part après le 1er janvier 2026, donc c'est le nouveau règlement qui s'applique, les nouveaux pourcentages que vous avez sûrement entendus à la télé ou à la radio. Donc, cette année, ils ont fixé pour 3,1 d'augmentation de loyer. Et ce pourcentage-là, en fait, est basé sur la moyenne des 3 dernières années d'IPC au Québec. Et s'ajoute à cela, s'il y a eu des travaux majeurs dans l'immeuble, un 5 pour les travaux majeurs. Donc, c'est la nouvelle méthode de calcul. Évidemment, il faut comprendre que pour le 3,1 si jamais au niveau des taxes municipales, scolaires ou assurances, il y a une différence plus grande que 3,1 l'augmentation pourrait être supérieure à ça. Donc, c'est la nouveauté première là, du 1er janvier 2026. Sachez que c'est important aussi, parce qu'on parle de droits et obligations aujourd'hui, c'est important de savoir quand est-ce que je vais recevoir mon avis d'augmentation de loyer. Donc, l'avis d'augmentation de loyer doit être envoyé par le propriétaire. Je vais donner un exemple pour les baux qu'on appelle traditionnels, classiques. 1er juillet, 30 juin, la durée de votre bail.
vous devriez recevoir votre avis d'augmentation entre le 1er janvier et le 31 mars. Et on rappelle souvent aux propriétaires que l'avis d'augmentation doit être dans les mains du locataire au 31 mars au maximum, toujours pour les baux qui se terminent au 30 juin 2026 dans notre exemple. Important aussi, maintenant côté locataire, il faut aussi comprendre que vous avez un mois pour répondre. Donc ça, c'est important de se rappeler de son délai. Donc, un mois pour dire oui ou un mois pour dire non. Si vous ne répondez pas, c'est que vous avez accepté. Maintenant, il faut parler de la méthode de communication, c'est très important. Il faut être clair. Donc, autant à titre de propriétaire, il faut être clair dans votre avis. Ça veut dire bien inscrire le nom des locataires, bien inscrire si c'est en montant, en pourcentage, ou vous êtes déjà en fixation de loyer, vous devez cocher sur votre avis, déjà en fixation de loyer, je vous augmente de, par exemple, 4%. Il faut être clair. Il faut aussi l'acheminer correctement, l'avis d'augmentation. Ça peut être par courriel avec un accusé de réception. Ça peut être par courrier recommandé. Il faut aussi avoir une preuve que le locataire ou les locataires l'ont reçu. Je mentionne les locataires parce que si vous avez plusieurs locataires, chacun d'eux doivent recevoir un avis d'augmentation de loyer. Ensuite, si c'est par courrier recommandé, comme je vous dis, même chose pour le locataire si vous souhaitez répondre par écrit, que ça soit oui ou non. Il faut avoir un accusé de réception, donc il faut s'assurer que le propriétaire ait reçu votre acceptation ou votre refus par la poste. Ça peut être aussi par huissier, donc vous pouvez acheminer votre avis d'augmentation par huissier. Et évidemment, il y a toutes sortes de méthodes qui existent, en autant qu'on a une accusé de réception, et ça peut être fait aussi par de main à main. D'accord? Euh, Ensuite, comment contester une augmentation? Évidemment, il faut l'acheminer par écrit. Donc, je vous ai déjà dit les différentes méthodes de communication. Si le locataire ou les locataires refusent l'augmentation, au moment où le locataire refuse, ça peut être j'accepte si tu fais des rénovations. Euh, je refuse, mais. Donc, aussitôt qu'il y a un mais, qu'il y a une condition, le locataire a refusé. Et à partir de cette date-là, à titre de propriétaire, vous avez 30 jours pour ouvrir la demande en fixation de loyer. Donc, ça, c'est super important. C'est une date importante. Donc, vous avez 30 jours pour ouvrir une demande en fixation de loyer. Ça vous empêche pas, en titre de locataire, de propriétaire, entre le refus et la date pour ouvrir une demande en fixation de loyer, de discuter, de négocier, d'acheminer s'il faut les factures les plus importantes ou le compte de taxes selon ce qui a eu un impact là, dans l'augmentation de loyer. Euh, une fois que la demande en justice est ouverte, donc la demande en fixation de loyer, vous pouvez, autant le locataire que le propriétaire, demander au tribunal d'avoir une conciliation. Une conciliation, je compare ça un petit peu comme la médiation, et donc un terrain d'entente pour vous entendre sur les conditions, sur le montant d'augmentation de loyer. Ça se fait par des gens au tribunal administratif du logement. C'est un processus volontaire, confidentiel, gratuit. Donc, le service de concession, c'est vraiment un service qui est très efficace et ça vaut la peine pour dénouer des impasses. Euh, Maintenant, pour l'audience, ce que j'aimerais rappeler en fait aux justiciables, c'est que lorsqu'on est en fixation de loyer, le propriétaire doit déposer évidemment ses comptes de taxes, ses assurances et les travaux majeurs s'il y a lieu. Donc, c'est vraiment une question de chiffres. Euh, je vais dire, il n'y a aucune doléance qui est acceptée par le tribunal lors d'une audience en fixation, sauf évidemment si le locataire a une perte de service pour plus d'une année, il peut présenter cette portion-là au tribunal. Mais sinon, c'est vraiment une question de facture et de chiffres. Maintenant, on a eu quelques questions. Je vais répondre à deux, trois questions rapidement pour aller ensuite à un autre sujet.
Puis tout à l'heure, il va y avoir une période de questions vers 12h30, mais on avait déjà quelques questions, mais peut-être, Maître Aurélie Patry, dites-moi. Ben oui, on avait quelques questions en fait concernant la fixation de loyer, donc je pense que c'est un parfait moment pour peut-être en mentionner quelques-unes. Oui. Euh, une des premières questions était, est-ce que nous avons l'obligation d'accepter une augmentation de loyer? C'est ça. Donc, la réponse, c'est non. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser une augmentation de loyer. C'est vraiment à vous de décider. Puis, je réitère évidemment que les discussions sont toujours bien efficaces dans ces moments-là. Parfait. Est-ce que on a toujours le droit à une augmentation de loyer? Est-ce que le propriétaire a toujours le droit à son augmentation de loyer ou non? Je vais dire maintenant, c'est sûr que depuis le 1er janvier 2026, il est clair que le taux de base de 3,1 s'applique et c'est ce à quoi les propriétaires ont droit. Cependant, avant le 1er janvier 2026, il pouvait arriver qu'il y avait une portion négative, en fait, des dépenses. Cependant, depuis le 1er janvier 2026, en fait, ça ne peut plus arriver, là. Donc, le propriétaire a automatiquement le droit, depuis le 1er janvier 2026, à une augmentation de loyer. Parfait. Cette année, à partir de quel pourcentage d'augmentation peut-on raisonnablement refuser une augmentation de loyer? Oui, c'est une excellente question. En fait, c'est que comme le taux de base, c'est 3,1, vous avez toujours le droit de dire oui ou non. Puis, évidemment, comme je mentionnais tout à l'heure, ce sera la fixation de loyer qui va le déterminer. Mais le pourcentage de base, c'est 3,1. Ensuite, il y a un 5 pour les travaux majeurs. Donc, il n'y a pas de minimum ou de maximum acceptable. C'est vraiment vous qui devez décider si vous l'acceptez ou pas. Mais sachez que le tribunal va accorder automatiquement 3,1. Donc, après ces montants-là, ben, j'invite en fait les locataires à demander peut-être des preuves justificatives qui excèdent le 3,1. Mais c'est vraiment le taux de base. Parfait. En fait, c'était pas mal les sujets, là, dans le fond, qui étaient revenus. Donc, je pense qu'on peut peut-être poursuivre avec le prochain sujet. Excellent. Peut-être qu'il me restait un élément à ajouter pour ça me fait penser. C'est souvent les gens, en fait, ils se disent, écoutez, depuis les dernières années, il y a eu des augmentations quand même importantes. Puis, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, moi, je suggère souvent aux locataires de faire une demande avec Revenu Québec qui s'appelle Allocation Logement, qui est un service, en fait, que vous allez pouvoir voir en ligne, un formulaire assez simple selon vos revenus. Vous avez droit à chaque mois une allocation logement, évidemment, comme je dis, selon vos revenus. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de Revenu Québec. Allocation Parfait. logement. J'ai une dernière question, Mélanie, qu'on vient de recevoir. Donc, c'est mentionné travaux majeurs. Si Oui. les travaux sont dus à une inondation et payés par les assurances du propriétaire, est-ce que le propriétaire a droit à une augmentation de 5%? En fait, sur la différence, fait que c'est une excellente question. Donc, je vais faire un exemple, 300 000 de travaux. L'assurance paye 200 000. Il reste 100 000 que le propriétaire a assumé. Donc, il y aura 100 000 fois 5%, évidemment divisé par 12 mois, divisé par le nombre de locataires impactés par le dégât d'eau. Si, évidemment, le propriétaire reçoit 100%, donc 300 000 de travaux, il reçoit 300 000, évidemment, ça va être zéro sur le 5%. Donc, c'est vraiment selon le vrai montant versé par le propriétaire. Excellent. Merci beaucoup. Plaisir. Donc, deuxième sujet, la distinction, en fait, parce que le vocabulaire, le lexique, comme j'ai en droit du louage, c'est vraiment important. Et souvent, on remarque que des gens font des amalgames entre éviction, reprise de logement, résiliation de bail, évacuation. Donc, je vais tenter de démystifier en quelques mots ces termes-là. Donc, d'abord, les évictions, il y a quatre aspects, mais je vais vous parler du premier. Donc, l'éviction peut se faire évincer pour la démolition, ce qui existe toujours aujourd'hui. Les trois autres sujets d'éviction, c'est l'agrandissement, la subdivision et le changement d'affectation. Donc là, ça a l'air du chinois ce que je dis, mais en d'autres mots, agrandissement, c'est lorsqu'on a deux, trois et demi, par exemple, côte à côte, et on décide d'en faire un grand logement.
La subdivision, c'est un peu le contraire. Si on a un grand 6,5, puis on décide d'en faire 2, 3,5. D'accord? Et le changement d'affectation, c'est que c'est un logement comme vous avez, un logement résidentiel, et puis on décide d'en faire un lieu commercial. Ça pourrait être un dépanneur, une boulangerie, un bureau, une location court terme, style Airbnb. Donc, tout ça, c'est une éviction. Maintenant, concernant les trois derniers sujets, donc j'exclus la démolition. La loi 65 qui est arrivée en juin 2024 fait en sorte qu'il y a un moratoire sur les évictions jusqu'en juin 2027. Ensuite, on verra ce que le gouvernement décidera. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'éviction, sauf, il y a une exception évidemment, des municipalités qui ont moins de 10 000 habitants et qui ont un taux d'inoccupation euh, inférieur, supérieur à 3%. Donc le taux d'inoccupation, en fait, ça veut dire qu'ils peuvent euh, procéder à des évictions dans leur municipalité. Donc, ça arrive rarement, mais c'est pour vous dire. Maintenant, reprise de logement, je vais en parler tout à l'heure, mais pour faire la distinction avec les autres mots que j'ai utilisés, donc résiliation, évacuation, éviction, la reprise de logement, c'est pour la famille. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. La reprise de logement, c'est pour la famille. Donc, et l'éviction, évidemment, ça a plus une connotation, je veux dire, financière. Donc, lorsqu'on évince un locataire, c'est pour pouvoir maximiser, en fait, l'espace qu'on a, puis évidemment, que ça soit, qu'on reçoit un montant supérieur à ce qu'on reçoit d'habitude. Donc, c'est complètement différent de la reprise de logement. La résiliation du bail, évidemment, il y a plusieurs raisons pour demander la résiliation du bail. Donc, je me n'ai noté quelques-uns, mais ceux qu'on connaît le plus, c'est résiliation du bail pour mauvais comportement, résiliation du bail pour non-paiement de loyer, résiliation du bail pour logement impropre. Donc, autant un propriétaire qu'un locataire peut ouvrir une demande en résiliation de bail pour logement impropre. Donc, c'est ça la distinction qu'il faut retenir. Et lorsqu'on parle d'évacuation, on parle de travaux majeurs ou on parle d'un logement impropre qui va être redevenu impropre. Donc, la personne a été évacuée et revient lorsque le logement redevient propre. Mais lorsqu'on parle d'évacuation, la plupart du temps, on parle de travaux majeurs. Donc, on reçoit, en tant que locataire, on reçoit un avis de travaux majeurs. On refait, par exemple, cuisine, salle de bain, plomberie. On est évacué pour quelques semaines et lorsque les travaux sont terminés, on revient à l'appartement. Donc, on parle d'évacuation. Fait que c'est vraiment quatre termes différents et c'est important de faire la distinction, de bien comprendre ces termes-là. Euh, J'avais une autre chose. OK, c'est ça. Donc, souvent, les gens nous demandent aussi au niveau des délais d'attente, au niveau là, du logement impropre, des travaux majeurs, reprise de logement. Reprise de logement, je vais en parler tout à l'heure. Mais retenez que en matière de résiliation de bail, il y a différents délais. En non-paiement, je vais en parler aussi. Là, c'est 6 à 8 semaines habituellement d'attente pour une audience. Logement impropre, selon la directive, c'est 20 jours ouvrables, mais parfois ça peut prendre jusqu'à 2 mois. Résiliation de bail pour mauvais comportement, ça peut être de 3 à 6 mois d'attente. Travaux majeurs, ça peut être aussi de 2 à 6 mois lorsque c'est avec évacuation. Donc, ça varie aussi selon le nombre de juges qui est disponible. Donc, là aussi, il y avait deux, trois questions à laquelle je voulais répondre. Euh, Dans le thème évacuation, reprise, résiliation de bail, parce qu'il y a aussi le fait que parfois un locataire mentionne, lorsque j'ai un bail, est-ce que je peux le terminer d'avance? La réponse est non, sauf évidemment si le propriétaire accepte que vous soyez libéré de votre bail avant la fin du terme. Donc ça aussi, c'est une autre façon de voir la résiliation du bail. Donc, lorsqu'il y a des ententes entre les parties, c'est possible aussi. Ensuite, on parle de comment faire traiter un dossier d'urgence parce que je vous viens de vous parler des délais. Puis, sachez que vous pouvez communiquer directement avec la, je vais dire par écrit, évidemment, là, avec la maître des rôles
via le site du tribunal administratif du logement. Donc, je vais peut-être juste partager mon écran dans 2 petites secondes. Alors, je vais juste voir quel écran que j'ai. Non, je ne peux pas, désolé, ça sera pas long. Mais retenez que sur le site du tribunal administratif du logement, vous avez un onglet qui s'appelle Services en ligne, qui est extraordinaire. Dans l'onglet Services en ligne, transmission de documents, c'est à cet endroit-là que vous pouvez déposer une lettre adressée au maître des rôles pour dire, écoutez, j'ai une cause, numéro de dossier XXX, et voici la situation, c'est urgent, important, vous décrivez qu'est-ce qui se passe pour obtenir une date de préférence. Donc, c'est une façon, en fait, d'accélérer le traitement de votre dossier. L'insalubrité du locataire ou du propriétaire, je viens d'en glisser un petit mot. Je parlais de logement impropre. Donc, si autant propriétaire que locataire, vous croyez que votre logement est impropre ou que le logement du locataire est impropre, insalubre, encombré, malpropre, vous devez ouvrir une demande en justice. Mais avant, toujours penser à la gradation. Donc, je fais un parallèle avec le droit du travail, là. Donc, avant d'aller devant le tribunal, il faut parler avec la personne, il faut discuter avec elle, il faut l'aviser par écrit, il faut la visiter, il faut lui envoyer une mise en demeure et ensuite, on ouvre une demande en justice par rapport aux conditions du logement. Que ça soit propriétaire ou locataire, c'est les mêmes règles de gradation qui s'appliquent. Maintenant, lorsque l'appartement est endommagé, donc je suis toujours un petit peu dans le logement impropre ou en mauvais état, euh, que vous soyez propriétaire ou locataire, prenez des photos et c'est important pour documenter, comme je vous dis, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, pour documenter, pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis souvent, lorsque vous parlez avec d'autres personnes, que ça soit un ami, un avocat, un comité, mais au moins vous avez des photos pour que les gens puissent mieux vous conseiller et vous orienter. Ensuite, il y avait une autre question qu'on avait reçue d'avance concernant la violence conjugale. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des priorisations? Donc, sachez que le Code civil a prévu ça. Donc, il y a un article, le 1974.1, qui dit que si vous êtes victime de violence conjugale, vous devez transmettre une lettre à votre propriétaire avec une attestation d'une autorité. Souvent, on voit en fait un document provenant de la police. Au moment où vous remettez cette lettre-là au propriétaire, 2 mois après, vous êtes libéré de votre bail. Donc, votre bail est résilié. Donc, c'est une autre facette de la résiliation du bail. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, j'espère là, d'avoir éclairé certaines personnes sur ce sujet-là. Euh, donc, moi, ça complète pour mon sujet numéro 2. Donc, c'était la deuxième entrée. Parfait. Entre-temps, on a reçu en fait deux petites questions. Premièrement, je tenais seulement à mentionner que la présente conférence, elle est enregistrée et elle va être disponible sur le site du Barreau de Montréal dans l'onglet Ateliers et conférences. Donc, si par exemple, là, vous avez manqué quelques minutes ou si vous souhaitez réécouter la formidable formation. Donc, c'est toujours possible de le faire plus tard. Également, Maître Chaperon, il y avait une question par rapport aux délais relatifs aux avis d'éviction. Oui, Donc, combien de temps il peut en oui, avoir? C'est quoi c'est le excellent. délai, là, dans le fond, qui est prévu dans la loi? Oui, c'est excellent. Donc, pour les évictions, comme je mentionnais tout à l'heure, il peut y avoir 4 sujets et c'est de 12 mois à 6 mois avant la date d'éviction. Parce qu'évidemment, même si il y a un moratoire au Québec, évidemment, il y a d'autres municipalités qui n'ont pas de moratoire, donc les évictions peuvent avoir lieu. Donc, c'est important, c'est 12 mois à 6 mois avant la fin du bail. Et toujours, je donne l'exemple d'un bail à durée fixe de 1 année, que ce soit du 1er juillet au 30 juin ou que ce soit du 1er août au 31 juillet, c'est la même chose. C'est entre 12 mois et 6 mois avant la fin du bail qu'il faut donner un avis d'éviction. Et peut-être rappeler, merci Maître Aurélie Patry, qu'il n'y a pas juste la loi 65, mais la loi 31 qui est arrivée en février 2024.
qui mentionne en fait que pour les évictions, c'est en fait un minimum de 3 mois de loyer comme indemnité, plus les frais de déménagement. Et dans la loi 31, il mentionnait que c'était 1 mois de loyer par année d'occupation. Puis, je dis 3 mois minimum parce que si la personne habite là depuis 2 ans, elle a quand même droit à 3 mois. Mais ça, c'est vraiment en matière d'éviction et ne pas comparer avec la reprise que je vais parler dans quelques instants. Donc, c'est ça. Excellent. On avait en fait une autre question en fait et qui est en fait en deux volets. Oui. La personne mentionne avoir été évacuée pendant plus d'un an. Donc, si j'ai été évacuée pour plus d'un an pour travaux majeurs, est-ce qu'il y a un droit d'augmentation de loyer pendant que je n'occupe pas le logement? Oui, exact. Parce qu'en fait, les augmentations de loyer, évidemment, c'est ça, tantôt, j'ai pas glissé un mot, mais ça fonctionne par année. Donc, cette année, en 2026, on va regarder en fait l'année, la dépense de l'année 2025. Donc, même si vous occupiez pas du tout l'année 2025, le propriétaire a fait des dépenses en 2025 qui va en fait prévoir dans son augmentation de loyer, dans l'exemple que je donnais, le 1er juillet, 30 juin, avant le 31 mars. Et donc, l'augmentation va avoir lieu à partir du 1er juillet 2026 dans mon exemple. Donc, même si vous n'habitez pas l'appartement, il y a eu des dépenses. Et donc, oui, vous allez assumer travaux majeurs, le 5 de ces travaux-là, à partir du 1er juillet 2026 dans mon exemple. Mm. Excellent. Euh, Par la suite, elle mentionne, je suis revenue dans le logement maintenant. Est-ce que je peux demander une réduction de loyer car j'ai été hors de mon logement pour plus d'un an? C'est ça. Dans le fond, il n'y a pas de réduction de loyer pour avoir été évacué pendant un an, parce que la réduction de loyer, dans nos termes juridiques, c'est une perte de jouissance, une demande en diminution de loyer. Et pour avoir droit à une perte de jouissance, il faut avoir habité le logement et avoir perdu soit des accessoires ou en fait une portion de notre appartement. Donc, en matière de travaux majeurs, le propriétaire, en principe, va en fait assumer la perte de loyer et payer la différence de loyer que vous avez payé ailleurs pendant cette période-là. Donc, on appelle ça des indemnités, mais ça n'a pas de lien avec une perte de jouissance ou une diminution de loyer. Parfait. Je vois quand même plusieurs questions, mais il y a des sujets que je crois qu'on va traiter plus tard, donc je me permets là, de les garder pour plus tard. Excellent. Donc, il y en a une dernière Oui. peut-être là, qu'on pourrait parler dans cette section-ci. En cas de logement impropre, est-il préférable d'avoir un recours à un huissier de justice pour constater le problème dans le logement pour assurer la force probante devant le tribunal? Oui. Ben, ça peut être, oui, ça peut être un huissier. Ça peut être, comme je mentionnais tout à l'heure, une prise photographique par vous-même. Ça peut être aussi, en fait, un inspecteur en bâtiment. Ça peut être aussi, selon la gravité, le service d'incendie de Montréal. Donc, ça peut être différents intervenants, mais sachez qu'à la base, euh, évidemment, la prise photographique euh, est quand même assez essentielle pour démontrer l'état du logement, mais ça peut être fait par divers professionnels. Oui, Parfait. Merci beaucoup. plaisir. Donc, notre troisième sujet, la reprise du logement. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, la reprise de logement, à la base, c'est évidemment familial. C'est pour la famille, les enfants, vous-même ou les parents. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir pour que ça soit facile? C'est que la reprise de logement, ça peut être pour le propriétaire lui-même, ça peut être pour ses enfants, donc descendants au premier degré, ou ses parents, donc ascendants, oui, au premier degré. Donc, c'est un des trois. Ensuite, euh, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Donc, c'est sûr que les gens, on avait eu deux, trois questions en lien avec l'âge de la reprise de logement et l'âge qu'on ne peut pas reprendre des logements. Donc, on va éclaircir ça tout de suite. Il y a quelques années, si vous vous rappelez, c'était 70 ans et plus. On disait si ça fait 10 ans que la personne elle habite là et qu'elle a un revenu moindre que
le montant de revenu annuel admissible pour un HLM, on ne peut pas reprendre le logement, sauf si la personne qui veut reprendre a plus de 70 ans. Ça, c'est avant la loi 65. Fait que ça va être facile à retenir. La loi 65, c'est pour les 65 ans et plus. Ça a été voté le 6 juin 2024. Donc, depuis ce temps, l'exception est si vous avez 65 ans et plus. Donc c'est des, faut tout avoir les conditions. Et ça fait plus de 10 ans que vous habitez là. Et le PRBI, que j'appelle, ça veut dire le revenu maximum pour accéder à un HLM. À Montréal, parce que, évidemment, il y a toute une liste de revenus annuels, mais à Montréal, c'est 41 500 pour une personne seule ou un couple. Et la loi 65 dit plus 125. Donc, faites le calcul, mais autour de 45 000. Donc, si vous avez ces trois critères-là, le propriétaire ne peut reprendre votre logement, sauf, et c'est important, sauf si il a lui-même 65 ans ou plus, ou il veut reprendre pour ses parents qui ont plus de 65 ans. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, le fardeau. Parce que on dit toujours, le fardeau, c'est le fardeau de la poste. C'est-à-dire, c'est quoi les critères pour qu'un propriétaire puisse reprendre un logement? Donc, d'abord, évidemment, il faut que le propriétaire veuille habiter le logement à long terme de façon permanente. Et sachez que ça peut être aussi un pied à terre parce que les gens, des fois, disent, oui, mais il veut juste venir les fins de semaine à l'appartement. Oui, il a le droit. Il a le droit de reprendre un logement pour habiter là que la fin de semaine, tant et si longtemps que long terme et que ça soit permanent. Donc, que ça soit comme on dit, récurrent, si on peut dire. Ensuite de ça, il faut que ça soit un besoin réel. Donc, il faut vraiment avoir besoin de se loger à cet endroit-là. Et un autre critère qui est important, qu'il n'y ait pas d'autre motif que celui de vouloir y habiter. Ce que ça signifie qu'il ne faut pas parce qu'on veut faire des travaux majeurs, pas parce qu'on n'aime pas la personnalité de quelqu'un ou parce que on est en chicane avec cette personne-là puis qu'on préfère qu'elle part, pas parce qu'on veut vendre l'immeuble, ça serait plus simple si non. Donc, il faut vraiment que ces critères-là soient appliqués. Donc, critères de permanence, besoins réels, long terme, puis qu'on veut vraiment habiter l'appartement pour nous, notre famille, nos parents ou nos enfants. Maintenant, il y a les délais, toujours les délais qu'il faut prendre en compte. Je vais donner l'exemple d'un bail 1er juillet, 30 juin, qui est plus simple parce qu'évidemment, il peut y avoir toutes sortes de durées de bail. Donc, je vais donner cet exemple-là. L'avis doit être donné entre 12 mois et 6 mois avant la fin du bail. Donc, la plupart des gens envoient les avis, évidemment, entre le 1er juillet et le 31 décembre. C'est ce qu'il faut faire. Ensuite, délai de réponse. Le locataire se doit de répondre dans le mois qu'il reçoit l'avis. S'il ne répond pas, c'est qu'il a refusé et ça sera au propriétaire d'ouvrir une demande en justice dans le mois suivant le refus. Si le locataire accepte, même chose. Donc, il a un mois, lorsqu'il reçoit l'avis de reprise, il a un mois pour répondre. Et ce que la loi prévoit, c'est une indemnité. J'en ai glissé un mot tout à l'heure, là, parce que pour faire une distinction entre éviction et reprise, la reprise de logement, le fondement, comme c'est pour la famille, la loi prévoit une indemnité pour les frais de déménagement et évidemment rebranchement, tout ça. Donc, un camion de déménagement, combien ça coûte? Les boîtes et suspendre des fois des services, transférer des services comme Hydro-Québec ou Bell Canada, des choses comme ça. Donc, c'est ça à quoi le locataire a le droit lors du déménagement suite à une reprise de logement. Délai d'attente, je pense que j'en ai glissé un mot tout à l'heure, mais je réitère si jamais je ne l'ai pas dit. Donc, c'est 2 mois d'attente, 8 à 10 semaines d'attente une fois que la demande en justice est déposée. Donc, évidemment, il y a une demande en justice si le locataire n'a pas répondu, donc il est réputé avoir refusé, ou s'il a répondu et il a dit je refuse, je veux rester. Le propriétaire, s'il veut la reprise, doit déposer dans le mois du refus une demande en justice. Euh, donc, à cet effet-là,
j'avais reçu deux questions avant avant la conférence d'aujourd'hui, mais à la fin, il va y avoir d'autres questions, ne vous inquiétez pas. Une des questions était, j'ai plus de 70 ans et je vends ma propriété. Puis-je reprendre le logement là, pour vendre ma maison? Donc, j'ai répondu tout à l'heure. Donc, c'est non. Lorsqu'on vend un condo ou une maison, c'est pas une raison pour faire une reprise de logement. On peut s'entendre avec le locataire, donc faire une entente de résiliation de bail, mais la reprise de logement n'est pas le bon véhicule. L'autre question qui était venue avant la conférence d'aujourd'hui, c'est à l'achat du duplex, il y a il y a une unité qui se libère. Et on se demande, ben, étant donné que les acheteurs viennent d'arriver, ils veulent reprendre le logement, euh, est-ce qu'ils sont obligés de reprendre le logement qui se libère? Là, on parle d'un duplex, mais ça peut être un autre exemple d'un grand immeuble de 8 appartements. Un logement se libère et que vous habitez en dessous et vous dites, ben, j'ai reçu un avis de reprise, pourtant l'autre appartement s'est libéré. Donc là, il faut comprendre que la loi prévoit que si un logement similaire, même dimension, même prix est disponible, évidemment, le propriétaire doit prioriser l'autre logement. Cependant, ce qu'on on remarque souvent, c'est que euh, le prix du loyer est souvent très différent d'un logement à l'autre. Donc, des fois, le logement qui est convoité est un loyer beaucoup plus bas que le logement qui est disponible. Parfois, ils ont des accessoires différents. Balcon, terrasse, garage, remise. Donc, ils ont des accessoires différents. Parfois aussi, c'est une question de mitoyenneté. Donc, un des logements, donc votre logement peut-être est plus ensoleillé parce qu'il est au dernier étage et celui qui est disponible est au sous-sol. Donc, beaucoup plus d'ensoleillement, personne au-dessus de sa tête. Donc, euh, c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que les deux logements sont identiques ou pas? Alors, s'ils sont pas identiques, le propriétaire peut faire le choix de reprendre le vôtre s'il est plus avantageux, si on peut dire, et qui lui convient, évidemment. Donc, aux bénéficiaires. Donc, ça complétait pour la reprise de logement, mais je pense qu'on nous avons des questions. Oui, on a eu en fait une question là. On en a quelques-unes qui sont pas nécessairement reliées là, au sujet, mais il y en a une qui me semble très bien là. Qu'est-ce qu'il advient lorsque le propriétaire qui demande la reprise du logement est une compagnie? Oui, excellente question. Donc, la loi est claire à cet effet-là. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que la loi dit il faut que ce soit un particulier qui fasse une reprise de logement. Donc, une compagnie, c'est une personne morale. Donc, une compagnie ne peut pas reprendre un logement. Et lorsqu'on est un particulier, si on a un conjoint ou une conjointe, elle doit être aussi, selon le cas, là, mais il faut que vous soyez en couple. Et parce qu'il n'y a pas d'indivision, ça veut dire que il faut que vous soyez en couple. Et si vous voulez reprendre l'appartement, par exemple, d'un des parents, je complexifie un peu la chose, mais il faut que vous soyez aussi inscrit sur le bail. Je fais juste un ajout, là. Donc, locataire, propriétaire, c'est peut-être le moment de le dire. C'est que le propriétaire, c'est celui ou celle qui apparaît sur l'acte d'achat. Et le locateur, c'est celui qui apparaît sur le bail et ou sur les avis d'augmentation de loyer. Donc, pour faire une reprise de logement, il faut être à la fois propriétaire et locateur. Donc, ça, c'est important. Merci. Euh, j'ai vu une question, en fait, qui n'était pas nécessairement reliée là, à la reprise de logement, mais je pense que ça pourrait être vraiment pertinent dans le cadre d'une reprise de logement. Qu'en est-il de la mauvaise foi dans le cadre d'une reprise de logement? Oui, tout à fait, parce que, évidemment, bon, la bonne foi, elle est présumée au Code civil, donc 6, 7, 13, 75, 28, 05. Ça, c'est tous des articles que vous n'avez pas à retenir. Donc, on présume la bonne foi de chaque partie dans n'importe quel litige. Cependant, suite à une reprise de logement, si vous constatez que le propriétaire, les parents ou l'enfant, le bénéficiaire, donc, n'a pas repris l'appartement, vous pouvez, en vertu de 1968, donc un autre article, vous pouvez faire des démarches pour obtenir en fait des dommages et intérêts punitifs si la reprise n'a pas eu lieu. Donc, vos droits que vous ayez acceptés avant d'aller au tribunal ou que vous êtes allé au tribunal, il y a eu un jugement pour la reprise.
mais que vous constatez ça, vous avez le droit de faire des recours appropriés. Excellent. Merci beaucoup. Plaisir. Donc, l'autre sujet, il nous en reste deux. La résiliation du bail pour non-paiement et retard fréquent, qui va être assez rapide. Et ensuite, trouble de jouissance. Mais si jamais, Maître Aurélie Patry, il y a des questions après la résiliation du bail pour non-paiement et retard fréquent, n'hésitez pas. Donc, c'est important de savoir que pour le non-paiement de loyer, il y a beaucoup de mythes autour de ça. Fait que je vais en déconstruire, j'espère, deux, trois, là. D'abord, le loyer est payable le premier du mois. Donc, comme on dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans le Code civil du Québec. Donc, le loyer est payable le premier du mois. Sauf si dans votre bail, à la section D, il est indiqué le premier jeudi après sa paye ou le 15 du mois, des choses comme ça. Mais sinon, c'est la loi, c'est le premier du mois. Il n'existe aucune exception à ne pas payer le premier du mois. Maladie, n'importe quoi, même le décès. Donc, il n'y a aucune exception à ne pas payer son loyer le premier du mois. Cependant, hein, on est tous des humains, on peut discuter avec notre propriétaire pour dire, écoute, je suis en maladie à mon travail, le temps d'avoir l'assurance, ça va prendre 2 semaines. Est-ce que tu accepterais que je te fasse des virements, des versements séparés? Donc ça, c'est possible de discuter avec votre propriétaire pour trouver une entente, mais personne n'est forcé de rien. Cependant, le locataire, lui, il est obligé de payer son loyer le premier du mois, comme je dis, sauf entente. Ensuite, le mythe de dire j'ai 3 semaines pour payer mon loyer. Ça, c'est un vrai mythe. Ce que la loi dit à 1971, c'est que si vous êtes en retard de paiement de votre loyer depuis plus de 3 semaines, donc le 23 du mois, donc le premier, vous avez jusqu'à minuit pour payer. Le 2, vous êtes en retard. On ajoute 21 jours, 3 semaines, c'est 21 jours, 777. Donc, le 23 du mois, donc le 23 février, par exemple, le propriétaire peut ouvrir une demande en justice en résiliation de bail pour dire mon locataire est en tort de plus de 3 semaines, en vertu du Code civil 1971. Je peux demander la résiliation du bail, l'expulsion évidemment, l'exécution provisoire, les intérêts légaux, etc. Donc, oui, c'est possible. Mais ça ne vous permet pas d'attendre jusqu'au 23 pour payer. C'est juste que la loi dit que à partir de 3 semaines, le propriétaire peut demander une résiliation du bail et l'obtenir si vous n'avez pas, évidemment, payé. La demande en justice en non-paiement de loyer, elle est disponible sur le site du tribunal à l'onglet toujours Services en ligne, dépôt de demande. Vous pouvez le faire soit de façon interactive ou en PDF ou évidemment prendre un rendez-vous directement au tribunal avec des préposés pour la faire avec un préposé. Euh, Ensuite de ça, j'essaie de voir si j'avais pas d'autres mythes à déconstruire. Oui, peut-être un, puis ensuite, ça va être Maître Aurélie Patry. Lorsqu'ils sont deux locataires, il faut regarder à la section H, donc des signatures, s'ils sont solidairement ou pas, solidairement responsables du bail ou pas, parce que chacun des locataires doit recevoir une demande en justice et doit savoir s'ils sont solidairement responsables ou pas. Ça veut dire que un ou l'autre peut payer 100% du loyer de la dette. Alors, à vous, Maître Aurélie Patry. On a une question en fait qui était concernant les relevés 31. Ah oui, Euh, donc, en fait, si, je sais que c'est pas exactement dans la c'est le section bon que tu moment. parlais, là, mais je crois que ça peut être quand même pertinent de répondre. Donc, quand est-ce qu'on peut s'attendre à recevoir les relevés 31? Oui, excellente question. Donc, c'est avant le 28 février de chaque année. Évidemment, s'il y a un 29 à un moment donné, ça sera avant le 29, mais c'est avant le 28 février de chaque année. Puis je sais que des fois, les gens disent, écoutez, je l'ai pas reçu, on est au mois de mars. Donc, ils peuvent bouder puis dire, je ne vais pas payer mon loyer. Encore une fois, je vais réitérer ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas, en fait, retenir son loyer. Donc, on ne peut pas se faire justice à soi-même par rapport à ça. Cependant, si vous ne l'avez pas, parce que c'est important de faire nos impôts, je vous invite, comme tout à l'heure, quand je parlais de gradation, là, donc, aviser par texto ou par courriel votre propriétaire ou le gestionnaire.
Si au lieu le mettre en demeure, si au lieu, vous pouvez aussi faire une demande en justice pour obtenir ce document-là. Donc, c'est important. Donc, ça serait la même situation que, par exemple, un propriétaire de mauvaise foi parce qu'il n'est pas satisfait pour certaines situations avec le locataire, par exemple, retient le relevé 31. Là, on pourrait dire c'est de la mauvaise foi et y aller, par exemple, avec la gradation et une mise en demeure. Exactement. Parfait. Oui. Excellent. Donc, ça faisait le tour de mes questions. Merci. J'avais deux ajouts, si jamais par rapport à ce sujet-là, puis ensuite je vais au trouble de jouissance. Peut-être une des choses, je remarque souvent en non-paiement de loyer, c'est bon pour le propriétaire et c'est bon pour le locataire pour avancer des fois les discussions. C'est lorsque vous demandez des montants, ventilez vos montants. Ça veut dire écrivez octobre 2025 100 dollars, novembre 2025 600 dollars. Parce que lorsque vous allez à la cour, le locataire doit savoir pourquoi on me poursuit, puis le propriétaire aussi doit se faire un état de compte, doit suivre un peu ce qui se passe. Donc, c'est clair pour le tribunal, ça va être clair pour le locataire, ça va être clair pour le propriétaire. Donc, ventiler vos montants, c'est vraiment important. Donc, ça Je viens conclut. de recevoir une nouvelle Allez-y, question. tant mieux. Donc, je louais dans un immeuble à logement et le concierge acceptait des paiements jusqu'au 5 du mois. Est-ce Mhm. que c'est une exception, le fait que le concierge acceptait, dans le fond, le paiement jusqu'au 5 du mois? Ben, pas nécessairement une exception parce que parfois dans le bail, comme je disais, la section D, ça peut être indiqué que c'est autorisé jusqu'au 5 du mois. Parfois aussi, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais je vais le mentionner, dans le règlement d'immeuble, parfois c'est aussi marqué que nous acceptons les paiements jusqu'au 5 du mois. Puis ça peut être aussi des mœurs, ça veut dire c'est une habitude que dans cet immeuble-là, le concierge accepte jusqu'au 5 du mois. Cependant, s'il change d'idée, c'est-à-dire le concierge, le gestionnaire ou le propriétaire, il faut qu'il avise les locataires qu'écoutez, jusqu'en, mettons, en 2022, on acceptait que ça soit payé jusqu'au 5 du mois. Cependant, on n'accepte plus ça. À partir du 1er avril 2026, on veut que vous payiez le 1er avril 2026. Ça peut se faire puisque c'est comme des pratiques internes. À moins que c'est écrit au bail, là, mais donc ils peuvent changer leur méthode s'ils avisent. Mhm. Fait, merci beaucoup. Plaisir. Donc, cinquième sujet, donc les troubles de jouissance. Là, c'est sûr que je Maître Aurélie Patry me coupera s'il y a là, parce qu'évidemment, il y a de tous les côtés. Troubles de jouissance, évidemment, encore le sujet s'adresse autant aux propriétaires qu'aux locataires. Parce qu'en tant que propriétaire, vous avez l'obligation de procurer la jouissance paisible des lieux. C'est une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit paisible dans l'immeuble. Et de l'autre côté, évidemment, dans l'immeuble, ben, il y a des locataires qui cohabitent ensemble et eux aussi ont des obligations. Ça veut dire obligation d'agir avec prudence et diligence, obligation que les invités, en fait, agissent eux aussi avec prudence et diligence, de ne pas faire trop de bruit, de respecter ses voisins, de maintenir le logement en bon état d'habitabilité, de propreté. Donc, évidemment, à l'intérieur du logement, lorsqu'on parle de bruit puis de propreté, ça appartient évidemment la responsabilité au locataire. Maintenant qu'on parle des fois d'habitabilité, ben là, évidemment, ça peut être la condition de l'immeuble ou du logement. Donc, chacun, vous avez vos responsabilités. Euh, et même chose, je vais réitérer que vous soyez propriétaire ou locataire, si vous constatez qu'il y a un problème dans l'appartement, dans l'immeuble ou comportement du locataire, parce que comme je répète souvent, on ne touche pas ou on évite de viser la personnalité de quelqu'un, mais on vise le comportement de quelqu'un. Donc, s'il est, comment je peux dire ça, négatif ou la personne agit mal, il faut d'abord l'avertir. Ensuite, s'il n'y a pas de changement, il faut l'aviser par écrit. Donc, souvent, on appelle ça une mise en demeure. Et si les comportements ne changent pas, que ce soit au niveau du bruit, du son, de la propreté, de l'encombrement, il faut ouvrir une demande en justice. Donc, souvent, en trouble de jouissance, on ouvre une demande en résiliation du bail, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Et on peut demander
subsidiairement des ordonnances, mais à tout le moins euh, la réalisation du bail et, si vous le souhaitez, subsidiairement, comme je mentionnais, des ordonnances de cesser, par exemple, de fumer ou ordonner de cesser de faire du bruit ou cesser de partir la laveuse à 22h30 le soir ou minuit, de faire attention lorsqu'on marche. Euh, donc, on peut aller chercher toutes sortes d'ordonnances via le tribunal administratif du logement si on ne s'entend pas avec la personne. Et je réitère tout de même que dans toutes les situations de troubles de jouissance euh, et dans d'autres litiges, là, mais je conseille fortement la conciliation parce que souvent dans des cas comme ça, on ne comprend pas pourquoi la personne agit de telle façon. Et souvent, en conciliation, on va trouver des solutions. Donc, une image qui me vient en tête dans des cas de jurisprudence dont j'ai été témoin, c'est au niveau du son. Donc, la personne, elle a des problèmes auditifs, elle met sa télé très forte, puis donc, on lui dit, écoute, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, elle a des problèmes auditifs, puis on finit par dire, mais écoute, achète-toi un casque d'écoute sans fil pour écouter ta musique ou écouter ta télé parce qu'on comprend ton problème auditif. Cependant, il y a 6 ou 8 personnes qui t'entourent qui, eux, n'ont pas la jouissance paisible des lieux. Ils ont droit, eux aussi, au respect. Donc, des fois, c'est aussi les enfants. On peut pas nécessairement critiquer le fait qu'il y a des enfants qui vivent dans un appartement. Cependant, s'il y a un problème de son, on peut dire mettez des tapis absorbants, déplacez votre chaise, mettez un tapis en dessous, mettez des pattes avec, voyons là, des petites pattes là, sous les chaises. Donc, il y a moyen de discuter puis d'arriver à des solutions. Puis des fois, ben, il faut se rendre, évidemment, là, des fois jusqu'en conciliation, mais sachez que faut être en mode solution. Ensuite, ben, les autres cas qui me viennent en tête pour les troubles de jouissance, évidemment, comme je le mentionnais, bon, bruit, je l'ai mentionné, encombrement, musique. Puis il faut, très important, lorsque des chicanes entre les locataires, parfois le locataire qui est, je veux dire, comme si on peut dire la victime, là, veut aller voir la personne qui fait du bruit ou qui fait de la musique ou quoi que ce soit. On veut essayer d'éviter ça en droit du louage résidentiel. C'est au propriétaire qu'il faut s'adresser pour les troubles de jouissance. Donc, on lui adresse soit verbalement ou par écrit que telle personne a un comportement qui est dérangeant. On explique qu'est-ce qu'il y en est. Idéalement, on dit qu'est-ce que c'est comme bruit, ça dure combien de temps, combien de fois par jour, combien de fois par semaine qu'on entend ça, pour que le propriétaire puisse prendre des mesures appropriées. Donc, plus vous détaillez, plus c'est clair. Même chose, vous, en tant que propriétaire, plus c'est clair dans ce que vous reprochez à la personne, plus elle peut se corriger. Puis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, d'un côté ou de l'autre, si la personne ne veut pas se corriger, on ouvre une demande en résiliation de bail. Ceci étant dit, euh, on avait eu quelques questions avant, voyons, la conférence. Je ne sais pas si Maître Aurélie Patry voulait ajouter des questions. J'en ai quelques-unes, mais peut-être commencer par les vôtres, puis ensuite j'ajouterai celles que j'avais. J'en ai 5, 6. Oui, en fait, celle que j'ai pour l'instant, Oui. c'était par exemple par des sujets précédents ou autres sujets. Donc, je pensais peut-être Ok. aller vers la fin, mais je peux les mentionner tout de suite, là. Ça va être discrétion. Parfait. Puis ensuite, j'ajouterai les questions qu'on avait reçues auparavant. Donc, je vous écoute. Parfait. Donc, si le propriétaire fixe une augmentation à 5%, mais Oui. qui ne peut pas justifier là, les dépenses majeures, est-ce que le locataire peut rester dans son logement et réclamer 3,1%? Ah, c'est une excellente question. Donc, il y a 2 choses. La première, c'est que, faut juste que je sois sûre de la question. Ils sont pas allés en fixation de loyer dans cette question-là. Ça veut dire que le propriétaire a fait une demande à 5% d'augmentation, puis plus tard, la personne se rend compte qu'il n'y a pas eu de travaux? Ben, Ou... en fait, j'ai l'impression Oui. que la personne vient de recevoir, dans le fond, Ah, son ils sont avis et invités. là, dans le fond, il réclame 5%. Le locataire a Oui. sûrement demandé, dans le fond, d'avoir des justificatifs.
ce qu'il a pas Reçu eu jusqu'à reçu. maintenant. Donc là, j'imagine que il souhaite refuser le 5%, mais qu'il a peur des conséquences. D'accord. Donc là, c'est très clair, merci. Donc, en fait, peut-être la première chose, c'est que si le locataire, vous recevez pas les justificatifs concernant justement ce fameux 5%-là, bien évidemment, on revient à la base. Puis là, j'invite la personne justement à dire, écoutez, comme j'ai pas la justification du 5%, bien le taux de base, c'est 3,1, donc je vous offre 3,1%. Parce que ça donne rien d'aller à la cour pour aller chercher 3,1% quand on sait que c'est le taux de base maintenant. Donc, j'inviterais cette personne-là à dire, écoutez, si j'ai pas de justification, c'est 3,1%, acceptez-vous. Puis, je pense que ça pourrait dénouer l'impasse. Sinon, ben, ça sera au propriétaire de démontrer qu'il a fait des travaux majeurs qui méritent un montant supplémentaire. Mhm. Et donc, imaginons que le propriétaire, là, justement, il dit non, moi, 3,1%, ça marche pas du tout. Donc, il ouvre sa demande au tribunal. Est-ce qu'il y a une possibilité pour le locataire de rester dans son logement ou qu'il va avoir Absolument. l'obligation de Oui, quitter? merci. C'est vrai, c'était une double question. Oui, donc, toujours sachez que vous avez droit au maintien dans les lieux. Donc, lorsque vous refusez l'augmentation de loyer et que le propriétaire ouvre une demande en fixation, la demande est que pour faire fixer le loyer. Donc, vous avez droit au maintien dans les lieux. C'est même, lorsqu'on fait fixer le loyer, on renouvelle le bail. Et la demande, en fait, c'est pour savoir à partir l'exemple, le 1er juillet 2026, combien je vais payer de loyer. Mais ça ne touche pas en rien votre droit au maintien dans les lieux. C'est seulement pour l'augmentation de loyer. Parfait. Une autre question était, quel délai est acceptable après avoir fait une reprise de logement pour vendre son immeuble? Oui, moi, je conseille souvent d'attendre au moins 3 ans, mais comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, long terme et permanence. Donc, pour moi, c'est un minimum de 3 ans, mais le plus longtemps que vous allez habiter là, c'est le mieux. Et sachez qu'il faut quand même avoir de bonnes raisons pour quitter la maison, l'appartement ou le condo. Donc, prenez peut-être des notes de pourquoi, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, je décide de quitter et de vendre. Il y a sûrement des bons motifs, mais écrivez-le et documentez euh, votre décision, en fait. Mhm. La dernière question que je vois, c'était au sujet de la colocation. Donc, il n'y avait pas vraiment d'éléments spécifiques, là, mais plus de comment ça fonctionne dans le fond, là, en droit à la colocation. Oui, Euh, tu sais, je me pose la question peut-être comme les documents légaux ou si on veut aller au tribunal, comment ça fonctionne. C'est peut-être vers ça que la personne se très questionnait. bien. Mais oui, ben d'abord, c'est ça, la colocation, tu sais, peut-être démystifier ça aussi un petit peu parce qu'il y a comme deux formes qu'on connaît. Il y en a plusieurs, là, mais il y a deux formes qu'on connaît. Soit les colocs, ça veut dire les deux personnes apparaissent sur le bail. Donc, nous, en droit, on dit c'est deux colocs, c'est nos deux colocataires. Donc, c'est les deux locataires du logement. Puis, ils cohabitent ensemble. Puis, parfois, l'autre modèle qu'on voit fréquemment, c'est qu'il y a un locataire sur le bail et il décide d'avoir un coloc. Et là, entre les deux personnes, et non avec le propriétaire, là, entre ces deux personnes-là, eux décident d'avoir un contrat de colocation ensemble. Donc, évidemment, le locataire principal va aviser le propriétaire. J'ai un sous-locataire avec moi, j'ai un occupant avec moi, qu'on appelle un sous-locataire. Voici son nom, son adresse, son téléphone, son courriel. Et vous, ensemble, entre le locataire et l'occupant, ben vous faites un contrat de colocation. Fait que vous prévoyez le partage des dépenses, le partage du loyer, le ménage, comment vous faites ça. Ça, c'est entre vous. Et c'est ça. Fait que je sais pas peut-être quoi dire d'autre, mais ça ressemble à ça. Parfait, excellent, merci. Un plaisir. Puis, il y avait, c'est ça, sur les questions comme générales, mais toujours peut-être en lien peut-être avec le trouble de jouissance. Il y a une personne qui avait demandé comment on fait une réunion d'action. Fait que là, peut-être au niveau du lexique, sachez qu'on n'utilise pas ce terme-là. Je vais juste aller voir l'article 57, là. Mais c'est pas réunion d'action, mais réunion de demande. Je vais juste aller lire la bonne chose. Donc, réunir deux instances, c'est l'article 57 du tribunal administratif du logement. Ça veut dire que vous
peu importe, le propriétaire, locataire, vous avez une demande, l'autre partie a aussi une demande en justice, vous pouvez demander à ce que ces deux demandes-là soient réunies en vertu de la loi, parce que souvent c'est les mêmes parties. Il faut que ça soit des questions en litige similaires. Il faut que ça soit sur les mêmes fondements juridiques, parce que parfois on ne réunit pas. L'exemple que je vais donner pour ne pas réunir, on a une demande en fixation de loyer, le locataire a une demande en perte de jouissance, dommages, diminution de loyer et il veut demander une réunion. Ça ne sera pas réuni. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes fondements. C'est les mêmes parties, mais c'est pas du tout les mêmes fondements. C'est pas les mêmes questions juridiques. Et en plus, la fixation de loyer, c'est un greffier spécial et toutes les demandes, les litiges civils, c'est un juge administratif. Donc, qu'on appelle un membre, là, mais c'est un juge administratif. Donc, on ne peut pas réunir ça. Cependant, on peut réunir, par exemple, une demande, le propriétaire demanderait une demande, je vois, une demande qui s'est faite récemment, là, qu'on peut réunir. Oui, une demande, par exemple, de faire des travaux. Donc, le propriétaire demande de faire des travaux. Et le locataire, lui aussi, avait fait une demande en exécution en nature, mais demande des montants pour dire j'ai une perte de jouissance parce que ça n'est pas fait. Puis le propriétaire demande de pouvoir faire des travaux et demande l'accès. Bien évidemment, ils vont réunir ces deux causes ensemble parce on a les mêmes sujets à discuter, là. Il faut exécuter les travaux. Est-ce qu'il y a eu une perte de jouissance? Est-ce qu'il y a eu des troubles de sommeil, etc.? Donc, ça va être traité en même temps pour que ça soit efficace. Donc, ça, c'était pour une des questions qu'on avait eues avant. Toujours trouble de jouissance, il y avait une personne qui avait dit, il y a un chien qui jappe tout le temps, qu'est-ce que je dois faire? Euh, c'est le chien du propriétaire qui habite au rez-de-chaussée, j'habite au-dessus, j'en peux plus. Est-ce que je peux l'enregistrer? Donc, oui, que soyez propriétaire ou locataire, quand il y a un trouble de jouissance, vous pouvez prendre des photos et vous pouvez faire des enregistrements. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir c'est quoi le bruit, ça dure combien de temps. Donc, il faut avoir quand même quelque chose pour supposer ça. Dans le cas du chien, évidemment, je vous invite à faire une mise en demeure à votre propriétaire pour agir, c'est-à-dire peut-être même apporter des solutions, muselière, cours de dressage, etc. Des fois, il faut emmener des solutions, mais il faut dire que vous voulez que la situation cesse, d'accord? Puis ensuite, si c'est pas à votre satisfaction, vous ouvrez une demande en justice, donc une demande euh, pour en fait ordonner à ce que le chien cesse de japper, mais peu importe l'exemple de trouble de jouissance, vous demandez au tribunal donc une exécution en nature, une ordonnance que ça cesse. Puis parfois, en trouble de jouissance, ça va être une ordonnance de faire quelque chose, là, parfois. Mais dans notre cas du chien, c'est cesser que le chien aboie et tout ça. Donc, il faut faire quelque chose. Euh, il y avait une autre question qu'on avait reçue avant, c'était de quelle façon obliger un propriétaire à faire des travaux, donc toujours trouble de jouissance. Donc, si vous êtes insatisfait de la qualité de certains accessoires dans votre appartement, toujours, on discute avec le propriétaire, on regarde qu'est-ce qui est possible de faire, on l'avise. Si ça bouge pas, mise en demeure, ça peut être par courriel, par texto, mais il faut que ça se rende à la personne. Si ça bouge pas, demande en justice. Donc, c'est important d'y aller étape par étape. Et de quelle façon, c'est ça. Donc, c'est ça, la question, c'est de quelle façon peut-on obliger un propriétaire à faire certains travaux? Nous, mettons, vous, en tant que locataire, ne pouvez pas nécessairement obliger un propriétaire à faire quelque chose, mais vous pouvez l'inviter à faire quelque chose. Cependant, si vous passez devant le tribunal peut ordonner de faire quelque chose. Même chose pour un locataire. Par exemple, un locataire qui serait bruyant, le tribunal pourrait ordonner au locataire de cesser de faire du bruit ou de faire du bruit raisonnable entre telle heure et telle heure. Donc, c'est le tribunal qui peut obliger quelqu'un à faire quelque chose. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions En pour nous. fait, il y a quelqu'un qui demandait d'avoir des précisions sur qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, la gradation. Qu'on parle de la Et, gradation, justement, des sanctions, là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? oui.
Donc, justement, il y a une juge qui a reparlé de ça cette semaine. On est mercredi, fait que ça fait pas longtemps, qui a dit que lorsqu'on a quelque chose à demander, que ce soit le locataire ou le propriétaire, là, il faut vraiment y aller étape par étape. Donc, ça veut dire que la loi oblige dans le Code civil à toujours envoyer une mise en demeure avant d'ouvrir une demande en justice. Ça veut dire qu'il faut y aller étape par étape. Et la seule exception, c'est le non-paiement de loyer. Donc, en non-paiement de loyer, en tant que propriétaire, on peut tout de suite ouvrir une demande en justice et poursuivre le locataire. Mais dans toutes les autres matières, le Code civil dit qu'il faut mettre en demeure d'abord la partie qui est fautive, là, qu'on reproche des choses, avant d'agir devant les tribunaux. Puis ça, en fait, c'est un peu le fondement de la saine administration de la justice. Donc, avant de faire intervenir les tribunaux et de dépenser les fonds publics, ben, il faut tenter d'avoir discuté avec la personne pour lui dire qu'est-ce qu'on lui reproche, puis de lui donner 5 jours, 10 jours, 15 jours pour se corriger. Donc, c'est la gradation des sanctions, c'est vraiment y aller étape par étape. Donc, l'avertir verbalement. Ensuite, ça bouge pas. On fait un autre geste. Puis, la finalité, c'est la demande en justice. Donc, c'est ça, la gradation. Parfait, moi je n'avais pas d'autres questions. En fait, donc si vous participants, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, là, on a encore du temps. Maître Chaperon, je vous offre, en fait, si vous souhaitez, je peux essayer dans le fond de partager le site du TAL via mon ordinateur. Oui, merci. Euh, et peut-être m'indiquer là, qu'est-ce que vous voulez qu'on montre, parce que je crois que tout à l'heure, vous vouliez, dans le fond, là, qu'on montre certains éléments sur le site du tribunal administratif Oui, du logement. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voudriez oui, que je fasse. tout à fait. Donc, tout à l'heure, je parlais de l'onglet services en ligne, puis transmission de documents. Puis, ça va être même pertinent dans le sens où, autant propriétaire que locataire, quand on fait des demandes en justice, vous allez savoir où transmettre la lettre service en ligne. Vous voyez l'onglet, moi c'est à droite, là, je sais pas, j'espère que c'est à droite. Puis, vous voyez transmission de documents au tribunal. Donc, ça, c'est vraiment important que vous sachiez accéder au formulaire. Donc, on remplira pas le formulaire, mais on va peut-être vous montrer comme la bande déroulante pour voir toutes les options que vous avez. Il y a une panoplie de documents que vous pouvez déposer. Et là, tantôt, je parlais de maître des lettre au maître des rôles, où elle apparaît, mais il faut que vous compreniez que vous avez une panoplie de documents que vous pouvez déposer là, dont la preuve de signification lorsque vous faites une demande en justice. Parce que c'est vrai, je suis passée peut-être un peu vite là-dessus, mais quand vous faites une demande en justice, il y a des délais très importants à respecter. Preuve de notification, merci, Maître Aurélie Patry. Donc, c'est là que vous devez déposer la preuve, soit du courrier recommandé, soit du huissier, soit que la personne vous a signé un accusé de réception. Vous déposez votre preuve de notification là. Vous avez un maximum de 45 jours une fois que votre demande en justice est ouverte. Donc, c'est vraiment la date à laquelle vous avez ouvert. Parce que actuellement, il y a un certain délai pour que le tribunal vous renvoie la demande en justice par courriel. Fait que sachez que c'est la date d'ouverture. Et le 45 jours est très important, sinon le tribunal va fermer automatiquement votre demande et vous n'aurez pas d'avis. Donc, on avait déjà parlé au tribunal administratif du logement, savoir si on pouvait avoir une lettre par la poste pour dire que c'était fermé. Non. Donc, c'est votre devoir, quand vous ouvrez une demande en justice, de le déposer. Puis là, on voit même le partie au dossier, l'identification. Donc, c'est assez intuitif et assez simple euh, de remplir ce formulaire-là. Important aussi, tout à l'heure, je parlais euh, dans service en ligne. Ah, dépôt, c'est vrai, dépôt d'une demande, merci. Donc, dépôt d'une demande. Donc, ça disait en ligne ou par la poste, ça disait en ligne. Justement, ça peut être en PDF ou de façon interactive. Puis, donc, il marque bien, là, soumettre une demande ou se mettre une demande en PDF un peu plus bas. Donc, c'est vraiment simple. Et en ligne, vous payez avec une carte de crédit. Si vous n'êtes pas à l'aise, évidemment, vous prenez un rendez-vous pour aller se même marquer à nos bureaux, là. Donc, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous si vous le souhaitez. Euh, Exactement, les 45 jours, c'est vraiment important. Puis c'est pour ça un petit peu que le tribunal dit, écoutez, ça ferait d'envoyer une lettre pour dire que le dossier est fermé.
quand, en tant que justiciable, c'est notre responsabilité de le déposer dans les 45 jours, ça fait beaucoup de paperasse. Donc, c'est ça. Alors, c'est marqué soumettre en PDF ou autrement. Et puis, peut-être, dernière chose en ligne qui est important, ça serait peut-être le plumitif, effectivement. Les gens souvent se demandent, ben, qu'est-ce qui arrive avec mon dossier? Il est rendu où? Donc, état de traitement plumitif, consulter le plumitif. Puis lorsqu'on clique sur consulter le plumitif, dans l'onglet recherche, c'est très simple, vous indiquez votre numéro de dossier. Donc, et je ne suis pas un robot. On ne mettra pas d'exemple parce que pour pas arriver sur un dossier qu'on ne sait jamais, mais vous entrez votre numéro de dossier, vous cliquez Je ne suis pas un robot et ça va apparaître donc le nom des parties, qu'est-ce qui a été déposé. Donc, que ça soit en matière de litige là, classique, si on peut dire civil, ou en matière de fixation pour voir j'ai-tu bien déposé mon formulaire ARN dans les 90 jours. Donc, comme je disais tantôt, la preuve de signification des demandes en justice, c'est 45 jours. Mais le formulaire ARN, donc le formulaire de renseignement nécessaire en matière de fixation de loyer, donc ça, c'est au propriétaire à faire le dépôt, c'est 90 jours une fois que vous recevez le formulaire. Donc, ça aussi, c'est très important de respecter ce délai-là parce qu'on, comme on dit, on a le droit d'une augmentation par année si on manque, exemple, l'augmentation de 2026, mais on ne peut pas récupérer les sommes de 2025 éventuellement. On perd l'augmentation à tout jamais. Donc, il faut vraiment, on va le voir, le formulaire ARN, super. Donc, il faut vraiment être à jour dans ces choses. Ça veut dire le formulaire ARN, donc c'est un acronyme pour dire renseignements nécessaires à la fixation du loyer. Donc, ce formulaire-là doit être déposé dans les 90 jours une fois que vous le recevez par courriel ou si vous le recevez en personne, 90 jours de cette date-là. Il doit être aussi signifié aux locataires, s'il y en a plusieurs, à tous les locataires. Donc, c'est ça qui permet au tribunal de pouvoir fixer le loyer, de voir vos dépenses. Puis ça permet aussi aux locataires de voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est quoi vos dépenses pour l'immeuble. Alors, c'est un outil qui est essentiel. Sachez aussi peut-être que c'est l'outil de calcul que souvent les locataires voient. Donc, peut-être, je ne sais pas si on a toujours accès à l'outil de calcul pour montrer que, parce que souvent, autant le propriétaire que le locataire, donc le propriétaire va remplir l'outil de calcul, il va le donner au locataire, puis vous, à titre de locataire, ben, vous devez savoir que c'est un outil qu'on se sert pour vous procurer les chiffres, mais aussi en tant que propriétaire pour savoir quelle augmentation je vais donner. Donc, cet outil de calcul-là, c'est peut-être l'outil que vous allez recevoir avec votre avis d'augmentation de loyer. Donc, c'est un outil que le propriétaire doit se servir pour faire son augmentation de loyer. Puis parfois, il l'envoie pour vous informer des montants. Comme ça, vous avez l'heure juste sur les montants des dépenses attribuées pour chaque chose. Donc, c'est très bien fait, c'est intuitif. Lorsque vous rentrez vos montants, on voit automatiquement. Donc, vous-même, à titre de locataire, comme vous avez déjà accès quand même aux taxes municipales et scolaires en ligne, donc sur Google, là, vous pouvez taper taxes municipales, évaluation Montréal ou l'évaluation de la ville que vous êtes. Donc, ça, c'est des données qui sont publiques. Taxes scolaires, même chose sur le site là, je pense que c'est la commission de la gestion des taxes scolaires, là, mais vous avez aussi accès. D'accord? Moi, je sais qu'il y avait deux autres questions que je me dis qui méritaient, tu sais, peut-être une autre formation ou une autre conférence, mais je glisserais peut-être un mot sur ces deux questions-là qui étaient comme en suspens. Il y avait une des personnes qui disait, est-ce qu'il y a des informations à savoir pour les locataires en OSBL? C'est sûr que il y a en OSBL, si je mets à part de toute façon, c'est pas les HLM, ils ont des règles particulières, les OSBL. Donc, c'est pour ça que dans le cadre de notre conférence, je l'ai précisé, on n'a pas été directement dans les OSBL parce qu'ils ont des règles différentes
Donc, il y a un règlement par rapport au SBL. Évidemment, le Code civil s'applique. Les règles, plusieurs règles s'appliquent, mais ils ont des règles à l'intérieur particulières. Donc, je référais la personne qui avait posé la question au règlement interne, en fait, de l'OSBL. Même si le Code civil s'applique évidemment à cette personne-là, il y a des règles spécifiques. Et on avait une autre question concernant euh, quels documents qu'on doit fournir aux locataires qui sont dans une copropriété. Fait que ça, c'est quand même une question intéressante parce que on le sait que lorsque on voit le fameux bail, le bleu et blanc, d'ailleurs, si jamais il y a un nouveau bail depuis le 1er janvier 2026, qui était à 2,99 au lieu de 1,99, mais qu'il a été modifié suite au nouveau règlement et nouvelle loi. Et euh, ce qui n'a pas changé pour la copropriété, c'est qu'à la section E, donc services et conditions, on peut avoir un règlement, mais s'il y a des règlements dans la copropriété, il faut les fournir au locataire parce qu'il doit, oui, respecter les règlements que le propriétaire aura imposés dans son appartement, mais il y a des règles aussi à suivre au sein de la copropriété et le locataire doit avoir ces documents-là entre les mains. Donc, c'est ce que je pourrais dire concernant les copropriétaires. Donc, j'essaie de voir s'il y avait des règles pour éviter. Ben, c'est ça. Puis peut-être la dernière question, il y avait une personne qui demandait, est-ce que des règles pour éviter l'éviction du loyer, ça veut dire pour éviter d'être évincé ou que notre bail soit résilié? Évidemment, comme je rappelle souvent, le locataire, évidemment, a des obligations et des responsabilités. Et si le locataire euh, respecte justement ses obligations en titre de locataire, ben, il n'y a pas de raison que son bail soit résilié ou que soit évincé, sauf évidemment ce qu'on parlait tout à l'heure, ça veut dire en matière de d'éviction pour agrandissement, subdivision, changement d'affectation ou démolition. Puis si évidemment la personne qui a écrit la question fait un amalgame avec la reprise de logement, ça évidemment c'est aussi une exception à un départ d'un appartement. Donc, mais si on paye, si c'était vraiment concernant que le loyer, le payable, bien évidemment, lorsqu'on paye son loyer, ben il n'y a pas de raison de douter là, qu'on peut partir pour non-paiement de loyer. Parfait. J'avais d'autres questions, dans le fond, qui sont apparues depuis. Je ne sais OK. pas si c'était un bon moment. Oui, oui, absolument, oui. Parfait. Une personne demande, est-ce normal qu'avec l'outil de calcul 2026, les augmentations varient selon le coût du loyer? Exemple, 3,7 pour un 1CC et 3,85 pour un 2CC. Ah, OK. Ben, la réponse, c'est non. Cependant, ce que j'ai remarqué, parce qu'on vit évidemment, je veux dire, dans un drôle d'époque, ça veut dire que le 3,1 c'est pour tout le monde. Fait qu'évidemment, si vous payez 1 000 $ par mois, 3,1 aura pas le même dollar que quelqu'un qui paye 600 $ par mois, 3,1 Donc, tu sais, fait qu'un va avoir 31, puis l'autre ça va peut-être donner 18 $ en argent, je parle. Cependant, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a beaucoup de logements locatifs neufs qui sont déjà à des loyers très élevés. Je vais donner un exemple, 2 500 $ par mois. Et il y a des propriétaires qui décident, ben moi, je ne donnerai pas 3,1, je vais donner 2 cette année. Donc, le propriétaire a le droit de donner moins euh, que ce que le minimum qui est demandé par le tribunal parce qu'il dit, écoute, à 2 500 $ par mois, il est déjà rendu à son maximum qu'il peut payer avec son revenu. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il n'y a pas c'est pas une chambre à coucher, un pourcentage, deux chambres à coucher. Non, c'est un pourcentage unique que nous avons cette année. C'est 3,1 Donc, ça ne va pas avec la grandeur des appartements. Mhm. Euh, je crois que la même personne mentionne dans ma question, c'est le résultat donné par l'outil lorsque j'utilise l'outil. Ah, OK. Ben, c'est peut-être en lien avec ce que je mentionnais parce que euh, le, évidemment, le pourcentage est le même, mais selon le montant de loyer que vous avez, le montant en dollars va être différent. Donc, tu sais, donc, comme je disais, mettons, je vais donner l'exemple 500 puis 1000 là. Donc, 1 000 $ par mois, c'est 31 $ d'augmentation. Puis 500, ben, c'est 15 et 50. Fait que c'est sûr que vous allez dire, hey, elle a eu juste 15 et 50 elle. Mais oui, mais elle paye 500 $ par mois. Puis moi, je paye 1 000 $ par mois, donc j'ai 31.
mais le pourcentage ne peut pas différer euh, par rapport au nombre de pièces. C'est au prorata, évidemment, de votre loyer payable, là. Mais le propriétaire a le droit de dire, toi, je te donne deux, toi, je te donne un, ou toi, je te donne cinq, parce qu'il arrive vraiment à cinq, mais l'autre, elle paye 3 000 $ par mois, puis elle dit, je peux pas lui donner 5%, ça n'a pas de bon sens. Donc, après, ça appartient au propriétaire, ce choix-là. Mm, Parfait. Lorsqu'un couple s'est formé plus tard, soit après la signature du bail, donc le bail a été signé par une seule personne, il y a un couple qui se forme par la suite, est-ce que les deux, ils sont obligés ou seulement la personne qui a signé le bail? Oui, seulement la personne qui a signé le bail, qui est obligée d'honorer, de respecter le bail, donc le loyer, le maintien dans les lieux et tout ça. Évidemment, 1860, vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais ça dit que le ou la locataire doit faire en sorte que ses invités respectent évidemment la jouissance paisible des lieux et tout ça. Mais la seule personne qui est sur le bail, c'est la seule personne qui est responsable du loyer, des dommages, de tout. Parfait. La dernière question, dans le fond, que je vois, c'est en lien avec les réparations majeures. Que faire lorsqu'un propriétaire est conscient de la situation, mais n'agit toujours pas? Par exemple, remplacement des fenêtres, et là, les fenêtres, il laisserait passer le froid. Oui. Donc, ça, je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'en ai parlé quand même tu sais, d'aviser, ça bouge pas. On avise peut-être une deuxième fois par courriel ou texto. On avise une troisième fois par mise en demeure, puis on ouvre une demande en justice. Cependant, je dois ajouter un élément très important, que ce soit propriétaire ou locataire, mais dans notre cas, on parle de fenêtre, là. Ce que je remarque, c'est que des fois, c'est que les gens peuvent faire des petites actions avant parce qu'une demande en justice, admettons, vous la déposez aujourd'hui, puis vous passez en 3 mois, mais c'est là l'hiver, hein, c'est pas bon. Donc, j'invite les gens à mitiger leurs dommages. Ça veut dire que si vous avez moyen de calfeutrer vos fenêtres, de mettre un plastique, de peut-être faire une petite réparation mineure, euh, qui peut faire en sorte que vous soyez plus confortable, faites-le. Parce que vous pouvez pas, 6 mois plus tard, dire j'ai gelé tout l'hiver. Puis là, on se rend compte que si vous aviez mis un petit calfeutrant, ça aurait réglé 80% du problème. Donc, faites des efforts par rapport à ça. Et vous dites dans votre mise en demeure que, exemple, ben, vous passez d'ici, mettons, 5 jours. Sinon, je vais calfeutrer moi-même. Puis, pour vous protéger vous-même de votre confort, là aussi, là. Parfait. Euh, bon, on a la suite de la question des fixations de loyer. OK. Bon, je la pose, mais après, vous vous sentez libre, en fait, de donner Mhm. l'information. Je sais que, dans le fond, le temps avance, là, et on a déjà quand même mentionné cette question-là. Donc, la personne mentionne, non, c'est vraiment l'outil qui donne en argent et en pourcentage. Il recommande un pourcentage et les montants varient quand je l'utilise avec un numéro d'appartement 1CC et l'autre numéro d'appartement à 2CC. J'ai communiqué avec le TAL et on me dit que l'outil a raison et que je peux faire le choix d'augmenter au pourcentage que je souhaite entre pourcentage 1CC et pourcentage 2CC pour votre information. Je suis pas certaine de bien Ouais. saisir, là. Peut-être que vous, de votre Moi côté, non M. plus, Chapon, mais vous ce que je dois comprenez. dire, puis ça va bien peut-être enrober notre menu de 5 plats aujourd'hui, notre menu à 5, c'est que souvent, il faut poser la bonne question, comme je dis, pour avoir la bonne réponse. Et évidemment, malheureusement pour la personne, peut-être votre question ou votre affirmation est peut-être pas assez claire pour nous, puis moi, je suis visuelle. Donc, Moi aussi. c'est sans reproche, c'est sans reproche à la personne qui pose la question. Je suis sûre qu'elle est très pertinente. Mais tu sais, ceci étant dit, là, ça n'empêche pas la personne s'il y a lieu de éventuellement de mieux formuler ou d'entrer en communication. Il y a un service juridique, évidemment, le service de référence avec le barreau de Montréal, ou rappeler le tribunal pour avoir plus de détails, parce qu'évidemment, 514-873-BAI, faut connaître le numéro. Donc, c'est ça. Désolée pour la personne.
Excellent. Donc, moi, ça faisait le tour, en fait, des questions qui étaient mentionnées. Euh, donc, euh, je viens d'en avoir une à l'instant. Informer que le propriétaire doit considérer que ses revenus est l'augmentation de la bâtisse et non les profits de tous les mois. En fait, je pense que je vois où ça s'en va parce que lorsqu'on a l'outil de calcul ou le formulaire RN, la première section, c'est le nombre de logements et le revenu, en fait, de décembre dans notre cas, là, de décembre 2025. Et effectivement, quand on parle de revenu net, c'est l'ensemble des revenus, évidemment, là, après ça, moins les dépenses. Donc, c'est sûr que ça n'a aucun lien avec les profits parce que de toute façon, dans le règlement de fixation de loyer, on ne tient pas compte de l'hypothèque, des intérêts. Il y a plusieurs éléments, évidemment, qu'on ne tient pas compte dans le règlement de fixation de loyer. C'est très restrictif, puis c'est comme ça que le règlement de fixation a été bâti. Mais donc, comme on ne tient pas compte des intérêts, de l'hypothèque et tout ça, évidemment, ça n'a pas de lien avec le profit, mais vraiment les revenus et les dépenses. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Moi, je serais rendue à la conclusion. Je ne sais pas si vous aviez un dernier élément, mais chaperon à mentionner. Sinon, je pourrais passer à la prochaine étape. Oui, moi ça va. Merci de l'attention en fait à tous les participants. C'est bien apprécié. Puis il y a encore beaucoup d'autres matières, mais je pense qu'au moins on a fait un beau tour de la question aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir participé. Oui, on a eu énormément de questions. C'est le fun de voir en fait qu'il y a autant de participation. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, Maître Chaperon. On sent que c'est un sujet fort d'actualité. Effectivement. Donc, merci. Merci, Maître Oui. Chaperon, Oui. pour cette formation très pertinente. Oui. Au nom du barreau de Montréal et de ses plus de 17 000 membres, je vous remercie pour votre précieuse collaboration. Je remercie à nouveau les bibliothèques Pierre, Ambroise, l'Île-Bizarre, Saint-Henri et l'Octogone. Merci, comme j'ai mentionné, comme Chaperon l'a mentionné, merci à tous pour votre participation. J'espère que, comme moi, vous avez apprécié la présentation. Euh, Également, je tiens à rappeler qu'il y a la journée porte ouverte au Palais de justice de Montréal et à la Cour d'appel qui est organisée le samedi 28 mars prochain. Il va avoir des consultations juridiques gratuites, un procès simulé inédit et bien plus encore. Sur une note personnelle, l'année passée, la journée a fait fureur. C'est vraiment une très belle journée. Donc, je vous invite fortement à aller voir le site web, donc visedroit.com pour voir la programmation. Ça vaut la peine. Donc, merci à tous. Merci, M. Chaperon, encore une fois. Et je vous souhaite une belle journée.